On va donc enchaîner. On a une très belle journée. On pourrait dire, en tout cas pour moi, en tant que médecin douleur, j'ai eu l'impression qu'on a quand même beaucoup parlé de douleur et souffrance. Et finalement, en tout cas dans les centres de la douleur, on se questionne toujours beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Personnellement, j'en suis pas si certaine. On va commencer par Monsieur Le Breton, qui va devoir partir assez vite après son intervention. Donc on va commencer par son intervention, poser quelques questions si on a le temps, et je présenterai du coup les deux autres intervenants après. Donc Monsieur Le Breton, qui est professeur de sociologie à Strasbourg, qui a beaucoup écrit de livres, dont certains sur la douleur chronique, c'est comme ça en tout cas que je vous ai connu, mais aussi sur l'adolescent. Donc là, c'est un peu la rencontre et les ponts entre les deux. Merci Barbara, merci de m'écouter. Pardonnez-moi mon départ qui sera un peu prématuré sans doute, mais voilà, les circonstances s'imposent à moi. Donc je vais vous dire quelques mots autour du rapport adolescence et douleurs chroniques. Je rappelle d'abord que la douleur chronique imprègne d'autant plus l'existence qu'elle est durable par définition, qu'elle participe de l'expérience du jeune qui finit par se sentir l'intrus de sa propre existence, chassé de sa personne par une puissance négative qui s'est emparée de lui et d'autant plus destructrice qu'il échoue à s'en détourner. Son pouvoir d'agir se dérobe à lui, altérité radicale, étrangeté absolue, même si paradoxalement elle est logée en soi, au plus intime, elle entraîne toujours la rupture des frontières de soi sous la forme d'une violation, d'une commotion. Le jeune perd le contrôle d'une large part de son emploi du temps, de sa vie familiale, sociale, scolaire, ses loisirs sont mis à mal. Il bascule dans une autre dimension du réel. La douleur est une puissance disruptive qui désorganise totalement la subjectivité. Elle impose souvent le sentiment d'une vie brisée, d'autant qu'elle est associée à une maladie d'autant qu'elle est parfois associée à une maladie que la médecine continue souvent en vain à chercher, à identifier. Elle est donc la douleur, une lame de fond qui emporte tout sur son passage. Rien n'est plus comme avant et tout souvenir antérieur à l'installation de la douleur est empli de la nostalgie d'un jamais plus. Les anciennes assurances, les familiarités de comportement du jeune sont mises à mal. La douleur donc induit une cassure de l'évidence d'être soi. En ce qu'elle dure, donc elle s'immisce dans toutes les dimensions de l'existence du jeune, de son passé, quand il songe au moment où il ne souffrait pas, aux premières apparitions de sa peine, de son présent, puisque sa douleur l'ampute de 1000 actions autrefois à sa portée et dont il rêve aujourd'hui, de son avenir, car il ne sait s'il doit nourrir des projets dans l'état qui est le sien. La douleur donc est toujours là, au cœur de toute décision, de toute parole, comme une sorte de fantôme qui ne cesserait de le hanter. La souffrance est dépossession de soi, ou disons la douleur, après je reviendrai peut-être sur cette distinction, mais la douleur est dépossession de soi, expérience d'une perte de contrôle. Le jeune est dirigé en quelque sorte par sa douleur, il est éjecté d'une part de ses décisions, et la douleur l'immerge dans une vie inédite et souvent incertaine. Elle retranche de l'ancienne, évoquée donc avec nostalgie comme un paradis perdu. La douleur redessine le monde selon ses contours. Elle n'épargne pas le plus petit détail. Et 1000 activités jadis coulées dans l'évidence des jours et qui participaient à son goût de vivre lui deviennent difficiles. Simplement se déplacer, descendre ou monter un escalier, marcher dans la rue, faire du sport évidemment, nager ou conduire son vélo ou son scooter, se rendre à l'école. Voilà autant d'activités donc, qui se retrouvent abîmées par sa douleur. Toute son existence se trouve contrariée ou soumise à la dépendance des proches ou des auxiliaires médicaux. Le risque est que le jeune soit totalement absorbé par sa douleur, qu'il n'investisse plus qu'elle, en redoublant donc l'intensité de sa douleur par l'impuissance à investir d'autres éléments de son existence. Plus il se concentre sur sa douleur, plus il y pense évidemment et plus il lui donne de l'énergie, plus il pense à sa douleur et plus il a mal. Ce n'est pas seulement l'adolescence, ça vaut pour chacun de nous, quel que soit son âge, mais c'est l'un des problèmes qu'il doit affronter. La douleur, à la fois, donc, isole et rend dépendant de l'entourage.
Elle redéfinit en profondeur les relations avec les autres. Elle aboutit souvent à l'isolement, à une forme de réclusion, surtout si le jeune se ferme sur sa douleur et la déploration, échouant à rejoindre les autres, à s'intéresser encore à eux. Il se sent coupé des autres, à l'écart du monde, à l'écart d'un monde qu'il voit désormais seulement à distance. Plus la douleur est grande et plus le sentiment de solitude grandit, un repli narcissique l'écrase davantage encore, car il ne fait plus lien qu'avec sa douleur. L'irruption de la douleur et son installation dans la durée marquent donc une rupture biographique, une cassure d'existence entre l'avant et l'après, une radicale redéfinition de soi. L'unité de soi est fragmentée, elle rend autre et plonge le jeune en porte-à-faux avec son existence antérieure. Soudain, son propre corps devient son ennemi intérieur. Et pour le jeune qui est en pleine transformation du fait de son âge, et dans la découverte donc d'un corps différent de celui qu'il avait quand il était enfant, c'est encore une autre difficulté à affronter. L'étrangeté de la douleur, l'étrangeté d'un corps qui change, et voilà qui ajoute évidemment à son désarroi. La douleur est par excellence l'expérience de l'altérité au cœur même de soi. Et le jeune peut avoir le sentiment de n'être plus qu'une créature de sa douleur. Dépouillé de ses anciens repères, il devient méconnaissable à ses propres yeux, mais aussi à ceux des autres à son entour. D'autant plus si cette expérience est relativement récente pour lui, si la maladie ou la douleur le frappe simplement depuis quelques mois. Il est en train de vivre une expérience inédite dont il ne dispose absolument pas encore des repères pour l'accompagner, la contrecarrer, etc., comme ce sera davantage le cas des patients de longue date voués à la douleur chronique, mais qui finissent par apprivoiser jusqu'à un certain point leur douleur. Ce sera beaucoup moins le cas, évidemment, de l'adolescent qui la prend de plein fouet, sans aucune défense encore élaborée. Donc, impossible d'être soi, en même temps impossible de ne pas l'être, et la douleur, la souffrance qui en est, et cet écartèlement qui s'inscrit dans la durée. La douleur chronique implique un temps ralenti, un temps désynchronisé aussi, désynchronisé des autres. Ce n'est plus le temps partagé avec les autres, par exemple avec les pairs, dans les rythmes sociaux ordinaires. Elle enferme dans l'immédiat de la souffrance, ou bien, si elle diminue régulièrement à certains moments du jour ou de la nuit, elle crée une sorte de temps circulaire que le jeune attend et qu'il craint parfois de quitter quand il est dans une phase brève de rémission. Parfois, donc, elle connaît des éclaircies qui ouvrent un instant sur le rêve d'une résolution durable. En fait, la douleur invente sa temporalité propre, car si l'existence personnelle est sous l'éteignoir, infiniment diminuée, la thérapeutique mise en œuvre décide de l'emploi du temps du jeune, le renvoie inlassablement d'un rendez-vous ou d'un soin à un autre. Ces projets donc sont surtout liés au rendez-vous avec les médecins, les infirmières, aux épisodes de traitement ou à la recherche de nouvelles prises en charge, et aussi, évidemment, pour lui, l'attente éperdue d'un soulagement. La douleur chronique est donc en ce sens une pathologie de la temporalité et de trois manières différentes, puisqu'elle dure et donc elle remplit totalement l'existence, elle brise la projection du jeune dans la durée, elle ne cesse aussi de bouleverser toutes ses prévisions d'emploi du temps, puisqu'il ne sait jamais s'il aura aussi mal demain qu'il a mal aujourd'hui, ou si demain il pourra finalement avoir exercé quelque activité de son choix. Donc les projets sont toujours suspendus à la rémission encore improbable de cette douleur, ou à des aménagements qui restreignent les activités autrefois les plus prisées. La douleur donc arrête le temps sur la seule souffrance, et une souffrance qui n'en finit plus. Le temps devient le temps de la douleur, elle régit son existence, même s'il lui résiste, non sans mal. Le mouvement habituel des significations qui alimente la relation au monde est rompu. Un autre régime herméneutique émerge alors sur un mode pénible, restrictif. Souvent, donc je l'ai dit, les journées sont tout entières dominées par à la fois les rencontres avec le monde médical, mais aussi par le va-et-vient des intensités algiques. La totalité du système de valeurs du jeune est altérée. Son existence lui échappe et le contraint à des actions et à un emploi du temps dont il n'a plus le contrôle.
Et il n'est d'ailleurs pas le seul dont l'existence est totalement désorganisée. Celle de ses parents, c'est un autre problème majeur de la douleur de l'enfant ou de l'adolescent, celle de ses parents n'est pas moins totalement perturbée également. Toute la structure familiale est ébranlée. Les relations éventuelles avec la fratrie également. Et parfois même, le couple parental entre en crise. La maladie est un séisme, non seulement pour le jeune, mais pour tous les membres de sa famille. La maladie de leur enfant, par exemple, est une épreuve de vérité pour le couple à cause de la disponibilité qu'elle impose, la centration presque exclusive sur le jeune en souffrance, et parfois, on le sait malheureusement, la séparation du couple est à la clé. Pour l'homme et la femme, la longue présence auprès de leur enfant également n'est pas sans incidence sur leur engagement professionnel. Le jeune, témoin de ces bouleversements, s'interroge évidemment sur sa place dans cette communauté mise à mal où tout l'emploi du temps est désormais commandé par lui, par ses rendez-vous avec les médecins, ses examens médicaux, ses hospitalisations, etc. Donc la famille est confrontée à une brutale recomposition qui modifie en profondeur le statut de chacun de ses membres. Et le jeune peut se sentir coupable de sa maladie et des tensions entre les parents, coupable également du fait que ses parents, étant énormément attentifs à son égard, tendent à délaisser, à oublier un peu les autres, ses frères et ses sœurs qui vont bien, mais qui en même temps sont en souffrance d'affection. Si le jeune est hospitalisé, il entre dans un univers qu'il ne connaissait pas, mais dont il va évidemment s'approprier peu à peu les clés, un univers dont il ne partageait aucun code et qui l'éloigne de ses anciennes familiarités. La confrontation à la maladie et à l'angoisse de ses parents suscite également en lui donc une peur diffuse, en même temps que cette peur de l'hôpital ou d'une institution où il est pris en charge, dont il ne dispose pas des clés pour le comprendre d'abord. Et puis après, il y a tout un tas de jeux à l'intérieur de la famille. Alors certains jeunes, évidemment, peuvent prendre le pouvoir. On retrouve souvent ça dans la douleur chronique. Certains jeunes donc, peuvent prendre le pouvoir dans leur famille en jouant intuitivement, pas forcément de façon bien volontaire, mais en tous les cas en jouant intuitivement sur la culpabilité de ses parents qui ont énormément de mal à lui refuser quoi que ce soit. Et donc les parents peuvent se retrouver instrumentalisés selon leurs désirs. La douleur, en effet, est souvent un instrument de domination sur les autres dans certaines familles. D'autres vont également adopter une attitude qui n'est pas la meilleure, c'est adopter une position de victime, de déploration, de lamentation, qui les satisfait au plan narcissique, qui compense un peu leur situation, mais qui en revanche va sûrement fragiliser leur avenir, va hypothéquer sérieusement leur vie à venir, donc sur un plan psychique, mais aussi sans doute sur un plan scolaire, en faisant du provisoire une sorte d'éternité, et puis en mobilisant en eux des affects qui ne sont pas les meilleurs dans leur relation à l'autre. Et puis d'autres, évidemment, sont lucides sur ce que la douleur leur fait perdre et l'ombre qu'elle porte sur leur avenir. Eux vont se battre pour s'en sortir, vont collaborer activement avec les médecins. La douleur est pour eux une tragédie provisoire dont ils entendent sortir au plus vite sans avoir trop perdu en cours de route. Alors le jeune, donc atteint de cette douleur qui dure, entre dans un monde empreint de gravité. Il est toujours un adolescent, mais il n'est plus celui qu'il était avant les atteintes de la maladie et son hospitalisation. Cependant, il demeure avec des aspirations et des soucis propres à son âge, cette entrée progressive dans l'altérité, cette entrée aussi dans la sexualité, cette prise d'autonomie au regard de ses parents et sa scolarité, donc qui sont provisoirement dans une zone de turbulence à un moment crucial pourtant dans l'élaboration de son sentiment d'identité. Il est souvent donc emporté, ce jeune, dans un maelstrom d'émotions qu'il peine à ordonner. L'entrée dans la vie amoureuse et la sexualité, par exemple, est rendue difficile à cause de l'intensité de la douleur qui dévore une part de son attention au monde, qui engendre aussi une certaine mésestime de soi, et donc la difficulté d'un partage avec un autre ou avec une autre qui ne soit pas dans la plainte, par exemple. Donc le jeune peut en être amer, dépressif, plein de ressentiment de ne pas avoir les mêmes chances que les autres de son âge.
Et en plus, l'éventuelle difficulté à se déplacer l'enferme parfois dans sa chambre ou dans des trajets minimaux qui limitent énormément ses capacités et aussi ses relations aux autres. Bon. Chacun, bien entendu, réagit à la douleur selon son histoire personnelle, avec son style propre. Les uns se réfugient dans le silence, ou plutôt le mutisme, dans une espèce de colère rentrée. D'autres sont totalement inhibés, sidérés. D'autres, en revanche, ne cessent de poser des questions pour comprendre ce qui leur arrive et essayer de devenir davantage acteurs de leurs soins. Souvent, on le sait aussi, les adolescents ont tendance, douloureux ou malades, ont une tendance à se réfugier dans une attitude perpétuellement humoristique qui agace tout le monde, une attitude souvent régressive d'ailleurs, mais qui les protège, plus ou moins en tous les cas, qui les protège d'une confrontation trop brutale à la situation. Là, c'est le rire comme une sorte d'échappatoire. Et pour mieux rire, pour ne pas penser d'une certaine manière, et pour éviter de faire penser les autres avec soi et de se retrouver confronté à sa situation. Donc beaucoup d'adolescents mettent à l'épreuve la patience des adultes qui en ont la charge. C'est une manière évidemment aussi de retrouver du pouvoir, là où ce jeune est totalement dépossédé de son existence. Le pire serait de contribuer à l'enfermer dans la déploration, dans la victimisation, et de céder à tous ses caprices sous le prétexte de sa souffrance. Mais bien entendu, la relation à son propos est toujours alchimique, elle est toujours liée aux circonstances, elle n'est jamais tout à fait la même, elle n'est en tous les cas jamais la même d'un adolescent à un autre. La question de la bonne distance, entre guillemets, qui lui permet de se sentir soutenu, mais en même temps pas de se sentir dévoré par les autres. Donc une bonne distance qui lui laisse une marge de créativité, une marge de liberté. Le jeune ne doit jamais être réduit à sa maladie, mais de toute façon, à mon avis, personne dans la vie ne devrait jamais l'être, mais a fortiori un adolescent qui a encore une immense part de sa vie devant lui. Donc ne jamais le réduire tout à fait à sa maladie, mais en même temps, on ne peut pas l'oublier puisqu'il est absolument miné par elle. Donc là aussi, il faut trouver la bonne distance pour ne pas l'enfermer sous une étiquette et lui laisser sa chance de se construire indépendamment de sa pathologie. Donc toute complaisance, évidemment, risque d'être nuisible, notamment dans son rapport à l'école, dans son rapport aux autres. Voilà. Il ne doit pas subir la double peine à la fois de la douleur et d'une carence de diplôme qui risquerait fort d'hypothéquer sérieusement son avenir et de le maintenir dans une position économiquement subalterne. Donc le jeune doit poursuivre sa scolarité sous des formes adaptées à sa pathologie, à ses désirs, sans céder à la déploration ou à l'inhibition. Et malgré aussi les effets secondaires des médicaments, malgré ses craintes au regard de la maladie, la tâche des enseignants est de mobiliser en lui toutes ses ressources pour apprendre et pour maintenir son niveau scolaire. L'encourager à ne jamais renoncer, même si parfois certains traitements pèsent sur sa concentration et sur sa mémoire. La mobilisation contre la douleur donc amène parfois à la tentation du renoncement, car l'école peut sembler un effort supplémentaire ou simplement le jeune n'a plus les moyens intérieurs d'investir l'école, comme d'ailleurs on le rencontre énormément dans les conduites à risque qui sont liées à des souffrances de vie qui sont très souvent liées à la déscolarisation, parce que pour suivre l'enseignant à l'école, évidemment, il faut être dans la maîtrise de sa vie, il faut être dans le goût de vivre. Quand on est tracassé par des milliers de choses, on a la tête ailleurs, c'est facile à comprendre qu'on n'est pas très disposé à la patience de l'école. Un tel engagement, d'ailleurs, pour le jeune, s'il continue à se battre pour sa scolarité, soutenu par des enseignants qui ne cèdent à aucune complaisance, mobilise aussi en lui des ressources pour lutter contre la maladie. Je pense qu'on fait d'une pierre deux coups. On le rend acteur dans la lutte contre sa maladie, mais simultanément, on lui donne du tonus, on lui donne une confiance en lui, un sentiment qu'il a en lui des ressources et qu'il n'est pas balayé par la maladie, mais qu'il peut aussi peut-être lui-même en venir à bout. Et donc je pense que cet accompagnement dont mes deux collègues vont vous parler tout à l'heure est aussi un instrument thérapeutique absolument formidable et pas seulement une manière de compenser le risque de déscolarisation.
En outre, l'école ou ces lieux, aménagés sont des endroits préservés où les relations sociales sont maintenues avec des pairs, le sentiment également d'appartenance à un groupe et la possibilité d'exprimer ses émotions. Le jeune donc continue à développer en lui le désir de savoir, de se confronter à l'infinie complexité du monde. La tâche des adultes, que ce soit les parents, les soignants, les enseignants, est d'aider le jeune à mobiliser en lui les ressources d'une résistance à la maladie. Je parle plus de résistance que de résilience, parce que je pense que là, on est dans un combat intérieur, on résiste en quelque sorte, on n'est pas dans une espèce d'évidence du dépassement de l'épreuve. Donc mobiliser en lui les ressources d'une résistance à la maladie ou à la douleur pour qu'elle ne se referme pas sur lui comme un piège, en le confirmant dans sa faiblesse et sa dévalorisation sociale. Leur responsabilité, à nous autres adultes, notre responsabilité est de leur donner le goût de grandir, de leur donner l'exemple d'ailleurs d'adultes aussi qui puissent être des modèles dans leur désir de devenir un jour des hommes ou des femmes. Et puis, nous devons leur donner la force de traverser cette épreuve avec pugnacité et de transformer ce malheur provisoire en une chance. Transformer ce malheur provisoire en une chance pour apprendre sur les ambivalences et la complexité du monde. Et ainsi, quand le jeune sortira, si ses problèmes de santé ont été résolus, si sa douleur a été contrôlée, eh bien, il aura appris de son expérience de la maladie et de douleur. Et c'est là le paradoxe aussi de la souffrance ou de la douleur qui nous apprennent à vivre aussi. J'ai souvent vu ça dans les conduites à risque de nos jeunes, par exemple. Cette traversée de la souffrance peut donner des adultes incroyablement lucides, sensibles à la souffrance des autres. Voilà. Mais il faut évidemment traverser cette épreuve indemne et que ça leur apprenne à grandir d'une certaine manière. Alors juste un petit mot, parce que j'ai lu le texte de mes deux collègues, et donc on en parlait aussi un peu ce midi, tous les deux, Barbara, c'est cette espèce de surprésence des filles ou des femmes dans la douleur chronique. Et là, pour moi, on retrouve totalement des schémas des conduites à risque de nos jeunes qui sont incroyablement genrés. Il y a des conduites à risque des garçons qui sont spécifiques, des conduites à risque des filles qui sont spécifiques. Et ce qui est troublant, c'est que d'abord, du côté des garçons, ils vont se jeter contre le monde, ils vont être dans une surenchère de défis. On pourrait dire qu'ils sont d'ailleurs dans des rites de virilisation. Ils veulent montrer qu'ils en ont, en dépit du fait que les circonstances jouent plutôt en leur défaveur. Donc on va trouver les garçons dans la violence, la délinquance, la vitesse sur les routes, la toxicomanie, l'alcoolisation. J'en oublie sans doute, mais vous voyez, ce sont des manières de tenir et des manières de montrer qu'on est un homme en dépit des circonstances. Du coup, les filles, à l'inverse, se détruisent toutes seules, dans leur coin, sans faire de vagues, un peu comme s'il y avait une éthique du Caire en contrebande qui jouait. C'est comme si les filles se sentaient responsables d'une certaine manière, là où les garçons se sentent totalement irresponsables. C'est-à-dire, ils tuent sur les routes, dans des comportements de violence, etc. Là, les filles se disent je suis en souffrance, mais je ne dois pas déborder trop sur les autres. Enfin, elles ne se disent pas ça, mais en tous les cas, dans leur comportement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, les filles sont plutôt du côté des troubles alimentaires, des attaques au corps, des tentatives de suicide. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons qui, en revanche, se tuent davantage. Et ce qui m'a toujours frappé du côté des filles mal dans leur vie, c'est qu'elles sont mal dans leur peau, et ça se traduit par des somatisations, et des somatisations innombrables, qui ne touchent absolument pas les garçons. Énormément d'adolescentes donc posent des problèmes de santé de cet ordre-là. Elles ont mal à la tête, elles ont mal au ventre. Les médecins ne trouvent rien, et on peut dire qu'elles ont mal en fait à un corps de femme qu'elles ont du mal à habiter, à apprivoiser. Et je pense donc que dans cette surprésence des filles dans la douleur chronique, au moment de l'adolescence, il y a quelque chose de l'expression d'une souffrance de vie, souvent, à mon avis, d'abus sexuels qui n'ont pas forcément été identifiés, d'inceste ou des choses de cet ordre-là, des maltraitances. Mais souvent, ce sont des abus sexuels parce qu'ils ne sont pas toujours dits. C'est ça le problème. Il y a la honte de ce qui s'est passé. Et voilà. Et une manière donc de s'agripper à son corps, un recours au corps,
qui est aussi une forme de résistance, une manière de tenir le coup, mais en payant le prix notamment donc de cette somatisation que j'appelle souvent sémantisation, pour jouer sur les mots, une somatisation qui est une mise en sens du corps, une souffrance de vie, donc qui va s'exprimer plus facilement du côté des filles par la douleur et par des douleurs que les médecins souvent n'arrivent pas bien à s'expliquer. Voilà, c'était le point que je voulais rajouter.